Bonjour chers téléspectateurs de Niod Info 1, ravi de vous retrouver dans ce numéro de Sport Magazine où nous évoquons beaucoup de sujets, le football précisément en nous parlant de la Ligue des champions de l'UEFA, mais également nous parlons de la CAN féminine 2024, des éliminatoires du Togo qui affronte la Tanzanie au match aller à Dar es Salaam. Et nous parlons également du mondial U17 avec le Mali qui a échoué aux portes de la finale. Avant de commencer avec ces sujets, je vais vous présenter mes invités. Aziz, un plaisir de te revoir, c'est la deuxième fois. Plaisir partagé, Helmut. Bonjour et bonjour au plateau. Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Alors, effectivement. Alors, Vicente, bonjour. Oui, bonjour Helmut, bonjour aux amis sur le plateau. C'est un plaisir de retrouver New World Sport Magazine. Christophe. Oui, bonjour tout le monde, bonjour nos téléspectateurs, nos abonnés sur YouTube surtout, qui nous suivent maintenant un peu partout dans le monde. Oui, effectivement, nos abonnés sur YouTube qui commentent et like nos vidéos dans cette émission. Alors, on va commencer avec la Coupe du Monde des moins de 17 ans que vos chaînes Neo Sport retransmettent d'ailleurs. Le mardi s'est déroulé le match des demi-finales entre la France et le Mali. Et les Aiglons du Mali ont échoué 2-1 à l'arrivée alors qu'ils avaient ouvert la marque. Et c'est le dernier représentant du continent qui est tombé comme ça. Ils vont jouer et ils ont échoué dans ce match face aux Bleus, aux Bleuets, comme on les appelle souvent en France. Alors, Vicente, un mot sur ce parcours du Mali. Non, pour moi, je pense que le Mali mérite toutes nos félicitations de partout l'Afrique parce que ce n'est quand même pas chose facile, ce n'était quand même pas évident de quand même venir aux demi-finales de cette grande compétition. C'est vrai que c'est la U17, mais c'est quand même une grande compétition où on peut voir des nations comme la France, comme on vient tout simplement de le citer. Maintenant, je pense que cette histoire de demi-finale aux Coupes du Monde ou bien cette malédiction de tomber aux portes des finales de Coupe du Monde suit toujours l'Afrique. On se rappelle encore du Ghana en 2010. C'est vrai qu'en U20 2009, on se rappelle que le Ghana a triomphé devant le Brésil, mais c'est rare de voir l'Afrique monter au toit du monde quant à ces compétitions-là. Mais je pense que le Mali a félicité, c'est tout simplement exceptionnel ce qu'ils ont fait. Maintenant, face à la France, on a eu quand même des regrets. Il y a eu quelques situations qu'on pouvait tout simplement concrétiser. Mais je pense que tout cela fait partie de l'apprentissage. Et ces jeunes-là n'ont que 17 ans ou moins. Et donc, c'est tout simplement une expérience qu'ils ont gagnée. Donc, prochainement, ils reviendront plus forts. Et voilà, pourquoi pas aller plus au-delà des demi-finales. Ils ont éliminé quoi? Le Mexique avant, en quart de finale, avant cette demi-finale. Christophe? Oui, parcours honorable pour les aigles, les petits aigles du Mali. Franchement, ils ont fait un parcours très très honorable. Quand on voit la physionomie du match, c'est forcément une qualification. Une qualification ne serait pas du tout volée. Le Mali a dominé ce match de bout en bout. 20 contre 9 pour les Français. Et la possession, 54%. Ils ont, dans tous les compartiments du jeu, ils ont vraiment dominé cette équipe des Bleuets. Mais aujourd'hui, le football aussi, c'est d'être pragmatique, c'est d'être efficace, c'est d'être diabolique. Le Mali ne l'a pas été. À notre plus grand regret aussi ce carton rouge de Sanogo qui a vraiment plombé cette équipe dès la 55e minute. Donc oui, forcément la déception, mais quand même un parcours honorable, absolument félicité. Et surtout rester encore sur cette lignée de faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire jouer avec leurs propres armes, et ils ont accédé mine de rien à cette demi-finale. Et déception encore une fois, parce qu'on voit toujours que l'Afrique, c'est aux portes des finales qu'on échoue souvent, et le Maroc la dernière fois, plus longtemps, et le Nigeria et tout ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va falloir surtout jouer les matchs jusqu'au bout, jouer, ne pas se fixer comme objectif les demi ou les quarts de finale parce qu'il y a la France, parce qu'il y a le Brésil. Non, il faut vraiment jouer jusqu'au bout. Mais la félicitation va aller. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure d'être diabolique parce que il
faut battre le fer quand il est chaud. C'est vrai que Ibrahim Diarra, leur buteur, le capitaine d'ailleurs, il a marqué dans ce match. C'est lui qui a d'ailleurs ouvert le score. Mais il a manqué aussi d'autres occasions de pouvoir tuer le match, faire le break ou encore. Et ce carton rouge justement de Souleymane Sanogo en deuxième période n'a pas du tout aidé le Mali. Ils ont encaissé d'ailleurs un coup franc sur le coup en même temps après ce carton rouge. Et après, s'en est suivi également le deuxième but de la France. Et ils ne s'en ont jamais remis. Décevant en tout cas. Vraiment décevant, Helmut. Le Mali a fait un parcours vraiment honorable, comme l'a dit Christophe. Mais il y avait de la place pour pouvoir jouer une finale. Et très facilement. Vraiment facilement. Un match de demi-finale, vous êtes en tête. Vraiment, un match de football, il ne faut pas oublier aussi que c'est le réalisme. Et ce sont des buts qui font la différence à cette étape de la compétition. Moi, ce que je regrette vraiment, c'est que le Mali nous a vraiment habitués à arriver à ce niveau de ces genres de compétitions de jeunes. Mais c'était vraiment encore une occasion pour les Aiglons de pouvoir jouer une finale. Mais bon, mes prédécesseurs viennent de le dire, l'Afrique échoue toujours aux portes de la finale. Pourquoi? On ne sait pas, on va retourner et travailler pour pouvoir mieux faire prochainement. Mais il faut saluer le parcours vraiment honorable des Aiglons du Mali. Et ils auront donc demain, c'est sur vos chaînes Neo Sport, à midi GMT, ils seront face à l'Argentine pour le match de classement, le match pour la 3e place, et la finale a lieu donc samedi à midi GMT également entre l'Allemagne et la France, l'Allemagne tombeur donc de l'Argentine. Voilà donc le programme. Soyez scotchés sur nos chaînes en Neo Sport pour vivre donc ces 2 derniers matchs du mondial U17, la petite finale et puis la grande finale. Alors on va poursuivre cette émission avec la Ligue des champions de l'UEFA. On va avoir les résultats donc à l'écran tout à l'heure des matchs du mardi. Et alors Vicente, visiblement j'ai l'impression que la qualification du Real Madrid se sent dans ton visage. On a l'impression que tu es ému. Mais avant de parler du Real Madrid, on va évoquer d'abord les résultats donc, du mardi. 2-0 de la Lazio. Le Shakhtar également. Feyenoord a échoué face à l'Atlético de Madrid. Alors quand on voit tous ces résultats, quelle équipe t'a le plus impressionné? Ou bien quel match? Peut-être celui du Paris Saint-Germain où les Français ont arraché un match nul en fin de match. Déjà, mardi, il faut dire que le club qui m'a ébloui, c'est Dortmund. Personne ne l'attendait à ce niveau. C'est vrai que Dortmund fait partie d'une poule qualifiée de poule de mort. Dortmund, Milan, Newcastle, Paris Saint-Germain. Dortmund n'était pas pressenti, sorti premier. Déjà, même avant la dernière journée de cette poule, mais Dortmund nous a tous surpris. Ils sont déjà qualifiés maintenant au Paris Saint-Germain, à Newcastle et au Milan de se batailler pour trouver cette 2e place-là. Donc je pense qu'ils ont gagné même 3-1 en déplacement, ce qui veut dire tout simplement qu'ils ont dû mettre les bouchées doubles pour tout simplement déjouer les pronostics qui étaient tout simplement prévus pour cette poule-là, puisque le Paris Saint-Germain et Newcastle étaient en tout cas les favoris de cette poule. Mais voilà, il y a Dortmund qui a tout simplement déjoué les pronostics. Maintenant, par rapport à ce match du Paris Saint-Germain et Newcastle également, on sentait quand même que le Paris Saint-Germain méritait de gagner, vu les nombreuses occasions que le Paris Saint-Germain a vendangé. On se rappelle encore de ces ratés de Kylian Mbappé, de Bradley Barcola également, et de Dembélé et autres. Donc je pense que le Paris Saint-Germain avait tout simplement l'occasion de faire plier ce match-là, puisque Newcastle n'avait rien de fructueux, on peut le dire. Ils avaient laissé tout simplement le jeu pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà,
1-1 à l'arrivée, c'est décevant pour le Paris Saint-Germain qui, normalement, devrait se qualifier même avec la fin de ces matchs de poule, mais qui aujourd'hui est à la recherche d'une qualification avec un penalty très généreux, on peut le dire même. Donc, je pense que cette poule-là attire beaucoup plus les projecteurs. Oui. On peut également parler de l'Atlético, oui, qui fait de très bonnes choses avec Antoine Griezmann qui réalise un début de saison exceptionnel. Je pense que c'est un joueur aussi qu'il faut quand même pas sous-côté parce que oui, c'est vrai qu'à un moment donné, il a dit qu'il allait s'asseoir à la table avec Cristiano Ronaldo et Messi. C'était une maladresse tout simplement. Mais je pense qu'il fait quand même partie des meilleurs joueurs du monde et il faut également pas l'occulter. Alors ouais, Aziz. Oui, Helmut, vous savez, il faut pas oublier que dans ce match entre Paris Saint-Germain et Newcastle, Newcastle a fait l'essentiel, hein. On ne les attendait pas, ouais, mais ils ont aussi. Vous les attendiez pas? Oui, moi je les attendais pas. Ils ont joué aussi sur la maladresse des Parisiens pour pouvoir avoir ce point du nul. Mais ce qu'il faut fondamentalement retenir, c'est que quoi, ce résultat complique vraiment la tâche au club parisien. Donc du coup, il va falloir aller travailler, chercher les ressources nécessaires pour venir à bout de Dortmund au cours de la sixième journée. Sinon, Paris risque de plier bagage à cette étape de la compétition, ce qui n'est plus arrivé il y a quelques années. Donc du coup, il va falloir que Luis Enrique puisse revoir sa copie, son système 4-3-3 dans lequel il a l'habitude de jouer. Et il va falloir vraiment la revoir. Et si vous voyez aussi la prestation de Dortmund, c'est que actuellement Dortmund est vraiment en forme. Ils essaient de faire, c'est vrai qu'en championnat c'est pas vraiment ça, mais ils essaient de faire le nécessaire. Faut pas aussi oublier que nous sommes en Champions League, oui, et c'est une grande compétition et les surprises ont toujours fait partie des grandes compétitions. Vous voyez, donc du coup il va falloir batailler dur. Ce résultat de Paris Saint-Germain, il faut pas aussi oublier que dans ce match, Donnarumma n'est pas exemple de tout reproche. Ce but-là, il fallait repousser ça des 2 points, de points fermes, mais bon, après, on verra. Quoi, Isaac, c'est quoi? C'est 7 buts en 9 matchs de Premier League. Bon, est-ce que vous pouvez... je ne dis pas qu'il est le tueur le mieux des attaquants. Mais vous savez... Même face à Isaac, je pense que... Quel que soit ce qu'on dise, oui, on a l'habitude de le dire, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Oui. Le malheur de Donnarumma fait le bonheur de Isaac. Donc du coup, s'il est fautif sur cette action, il va falloir le dire. Okay. Donc c'est pour cela que je dis qu'il faut que Luis Enrique puisse revoir sa copie avant de rencontrer Dortmund au cours de la 6e journée. Sinon, Paris risque de ne pas pouvoir passer au 2e tour. C'est ça? Oui, forcément, mention spéciale à cette équipe de Dortmund. Personne ne vendait cher leur point. Dans une poule où il y avait le PSG, l'éternel prétendant, le Milan C qui a fait une demi-finale la saison dernière, ouais, Newcastle qui revenait après 51 ans et Dortmund qui n'est pas fameux dans cette Bundesliga, forcément. Et les dés étaient jetés d'entrée. On se disait, voilà, ça va se jouer entre le Milan C et le PSG. Et éventuellement, Newcastle, mais là, clairement, Dortmund a déjoué tous les pronostics. Et aujourd'hui, cette équipe fait le job. Et pire encore, c'est cette équipe qui va décider du sort de cette poule à la dernière journée. Ouais, parce qu'il y aura un déplacement chaud ou le au Sinéad Iduna Park à Dortmund. Le PSG, ça va pas être du tout facile pour cette équipe francilienne. Donc je pense que forcément, c'est une très bonne chose pour le football aussi de voir ces petites équipes, entre guillemets, s'incruster dans les grandes équipes et qui changent à peu près les pronostics. Et Dortmund a été fameux. Ils ont gagné 3-1 à San Siro, ce qui n'était pas gagné d'avance aussi parce que le PSG a trébuché à San Siro. Newcastle aussi n'a pas fait ce qu'il fallait à San Siro. Donc seul Dortmund a gagné à l'extérieur comme à domicile la plupart de ces matchs. Donc on a aimé cette équipe, une équipe dynamique. Mais le bémol aussi dans cette poule, c'est ce pénalty généreux accordé au PSG la dernière fois qui a forcément bouleversé l'équilibre de cette poule parce que n'eût été ce penalty et Newcastle serait devant le PSG aujourd'hui. Ouais. Donc forcément, ça a beaucoup
ça va beaucoup plomber la suite de cette compétition. Heureusement qu'il ne reste qu'une journée et heureusement que dans le football aussi, il y a ces petits détails qui font la différence, c'est-à-dire un penalty généreux et un petit coup franc qui n'est pas vraiment un coup franc. Donc oui, on prend ça comme ça et merci à Dortmund d'avoir bouleversé la hiérarchie de cette poule et merci c'est le football qui a triomphé. Alors, l'une des deux équipes qui font un parcours parfait, Manchester City. Ils ont également remporté le match face à Leipzig. Oui. Tu reprends Oui, mention spéciale encore pour Manchester City avec le Real Madrid qui ont fait carton plein, 15 sur 15. Et donc, oui, c'est rien de surprenant hein, pour Manchester City qui nous a habitués à ça. Dans les poules, ils passent facilement. Hein. Real aussi. On est vraiment... Real, franchement, cette équipe est un rouleau compresseur. On ne vendait pas vraiment si cher la peau du Real cette saison parce qu'il n'y avait pas assez de recrutement, à part, excepté Jude Bellingham et Rossellou. C'était pas fameux, mais mine de rien, le Real est leader en Liga, leader dans sa poule avec un parcours parfait, 5 sur 5. Donc, forcément, c'est de bonnes guerres. Bon, ces équipes aussi, on ne les juge pas en poule. Hein, le Real City et tout ça, c'est en février, pendant le mois de février, qu'on les juge quand il y aura des vraies confrontations. Donc, ce n'est que bénéfique pour le foot, encore une fois. Erling Haaland, on va voir ses statistiques tout à l'heure à l'écran. 35 buts, 40 buts, autant pour moi, en 35 matchs. Le joueur qui est réussi le plus rapidement à pouvoir mettre cela et le plus de buts marqués après 35 matchs. Erling Haaland, il est en train de pulvériser tous les records avec cette équipe de City. Oui, tout à fait. Il faut dire que il y a une génération de joueurs qui est en train de partir. La génération de Messi et de Ronaldo qui sont en train de partir et celle de Erling Haaland et de Mbappé qui sont en train de venir petitement. Mais faut pas aussi oublier que la génération sortante a fait beaucoup pour pouvoir égaler leur record. Il va falloir beaucoup travailler. Malgré que les gens sont en train de vieillir, ils continuent toujours pas à faire de très belles prestations, pas marquer des buts que vous ne pourriez pas imaginer. Mais au jour d'aujourd'hui, l'un des attaquants au monde sur lequel il faut compter, c'est Erling Haaland. Et Christophe parlait tout à l'heure du Real Madrid. C'est vrai, le Real Madrid, c'est un grand club, un habitué de la compétition, mais cette année, franchement, on ne vendait pas cher la peau du Real parce que il n'y a pas dans cette équipe cet attaquant-là qui peut faire la différence comme un certain Karim Benzema. Mais il faut saluer aussi cette Bellingham dépendance que jusqu'aujourd'hui, ce jeune-là... Après, mais là, on va plus se mettre l'accent sur Man City. Man City, je viens de le dire tout à l'heure, Man City... 15 points sur 15. Oui. Donc, du coup, il n'y a pas photo. Hein. C'est une équipe qui est vraiment en forme avec un attaquant qui va dans tous les sens, qui marque avec tous les parties de son corps, comme un certain Zlatan Ibrahimovic. Donc, du coup, il va falloir vraiment faire attention. Man City est parti encore cette année pour faire quelque chose dans cette Ligue des Champions. Vicente, un mot pour Man City? Non, je pense que Man City est le plus grand favori de la Ligue des Champions cette semaine, ça il faut le dire, puisque champion en titre de la Ligue des Champions, on se rappelle même la saison dernière quand il avait remporté ce trophée, Guardiola disait aux fans du Real que Man City arrive, puisque le Real est à 14, mais que Man City vient de débuter, mais qu'il arrive. Donc, ce qui veut dire tout simplement que désormais, Man City fera partie dans les 10 prochaines années des favoris de la Ligue des Champions. Quand on voit également ce qu'ils font en Ligue des Champions, surtout avec Erling Haaland, comme vous venez de le dire, on sait que Kevin De Bruyne est toujours blessé, il n'est pas encore arrivé. Imaginez s'il arrive. Donc je pense que Man City aujourd'hui fait encore office du plus grand favori de cette Ligue des Champions. Maintenant, à côté, il y a le Real aussi, dont on va en parler. On va en parler justement dans la deuxième partie de cette émission. On va évoquer les résultats du mercredi et parler des qualifiés, donc puisqu'il y a déjà 12 qualifiés sur 16. Voilà, donc pour les huitièmes de finale. Évoquer le match des éliminatoires du Togo qui affronte la Tanzanie au match aller. C'est donc dans la deuxième partie de cette émission.